أنتم مع إذاعة الشمس. Plastique, je veux retrouver maman, qu'elle me raconte des histoires de Jet et de Tarzan, de princesse et de serpent. Bonjour, bienvenue sur Radio Soleil, Mounji qui vous reçoit dans son émission du jeudi de 18h à 19h, tous les jeudis sur du soleil dans nos banlieues, rediffusé ce soir à 23h avec Saliha à la technique, et puis surtout on nous écoute sur toute la France, c'est-à-dire Paris, Marseille, Nancy, Saint-Étienne, mais également les pays du Maghreb, les États-Unis. Alors par contre le Moyen-Orient oui, l'Orient je ne sais pas. Alors peut-être l'Orient, si on nous écoute en Orient, je vous salue. Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir un homme politique, un président de parti, un ancien diplomate, un ancien fonctionnaire de carrière, donc une personne qui est censée avoir beaucoup de compétences. Donc je suis assez content de recevoir Monsieur Asselineau. Bonjour Monsieur Asselineau. Bonjour. Alors Monsieur Asselineau, merci d'être venu. Il y a beaucoup de choses à dire sur vous et avec vous, donc on va essayer d'abréger parce que malheureusement j'ai qu'une heure, il faudrait au moins 3 heures parce que vous avez beaucoup d'idées. Aujourd'hui je vous reçois en tant que président de parti, l'UPR, d'ailleurs l'UPR, le site upr.fr, c'est cela ? C'est ça, oui. Mais j'aimerais juste, si vous pouviez juste vous présenter en 2 mots pour que nos auditeurs puissent bien vous identifier et comprendre ce que vous faites, quel a été votre parcours ? D'accord. Alors, merci de m'inviter, d'abord Mounji. J'ai 56 ans, je suis né à Paris, j'ai fait des études, j'ai fait une grande école qui s'appelle HEC, j'ai fait mon service national pendant 1 an et demi au Japon. J'adore les pays étrangers, j'ai beaucoup voyagé dans les pays étrangers, à la fois à titre personnel et à titre professionnel. J'ai préparé le concours de l'ENA, et je suis sorti à l'ENA de 2e, ce qui m'a permis de prendre le corps de l'inspection générale des finances au ministère des Finances. Donc, dans la botte. C'est ce qu'on dit. Depuis lors, j'ai fait une carrière au ministère des Finances, mais également dans des cabinets ministériels. Ah, pas diplomate, je me suis trompé alors. Non, pas tout à fait, vous n'êtes pas tout à fait trompé, parce que j'ai fait une carrière dans des cabinets ministériels, comme on dit, notamment auprès du ministre du Commerce extérieur et de l'Industrie sous le gouvernement d'Édouard Balladur, et puis également j'ai été directeur de cabinet du ministre du Tourisme sous le premier gouvernement de M. Juppé, et j'ai été conseiller spécial auprès du ministre des Affaires étrangères, c'est pour ça que vous n'avez pas tout à fait tort, M. Hervé de Charette sous le 2e gouvernement de M. Juppé. Voilà. Et alors, tout au long des années 90, j'ai développé une analyse personnelle, ce que je voyais dans les allées du pouvoir, m'a convaincu que la France était lancée dans une stratégie qui serait catastrophique. Cette stratégie qui consiste à se lancer tête perdue dans ce que l'on appelle la construction européenne et qui est devenu un dogme politique. En France, tout le monde le critique, tout le monde critique l'Europe, bien entendu, mais personne ne va voir quelles en sont les origines. Qui a été à l'origine de ça ? On dit vaguement c'est Jean Monnet, c'est Robert Schuman, mais on ne va pas creuser plus loin. On ne dit pas quelles sont les forces derrière, et on ne dit pas où tout ceci nous entraîne. Et notamment les conséquences, la première des conséquences, c'est à cause des traités européens, en réalité, les grands choix stratégiques, les grands choix politiques ont été désormais volés au peuple français, comme d'ailleurs aux autres peuples d'Europe. Alors ça donne la situation à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est que lorsque les Français votent à droite ou votent à gauche, ils ont en fait la même politique, parce que nous élisons maintenant, excusez-moi de dire, c'est un petit peu violent peut-être de dire ça, mais nous élisons des marionnettes. Nous élisons des gens qui n'ont absolument plus les manettes. Toutes les manettes ont été transférées soit à la Commission européenne à Bruxelles, soit à la Banque centrale européenne à Francfort, soit à l'OTAN, dont le siège est à Bruxelles, mais qui est largement piloté par Washington et par les États-Unis. Alors c'est sur ce constat que j'ai progressivement été en rupture avec le mouvement, disons le milieu dans lequel j'étais, et que petit à petit, alors que j'avais jamais pensé faire ça de ma vie, je me suis résolu le 25 mars 2007 à créer un nouveau mouvement politique, l'Union populaire républicaine, qui a pour vocation d'être un mouvement de rassemblement
rassemblement du peuple français provisoire, et qui a vocation à rassembler tous les Français de droite, du centre, de gauche, quelles que soient leurs convictions politiques, quelles que soient leurs opinions politiques, quelles que soient leurs origines, quelle que soit leur religion, pour rassembler les gens sur ce que les Français ont finalement le plus cher, le plus grand dénominateur commun, c'est-à-dire la liberté et l'indépendance de notre pays. Voilà, c'est-à-dire que ce que nous proposons très clairement, c'est de sortir de l'Union européenne, de sortir de l'euro pour rétablir le franc, de sortir de l'OTAN pour ne plus être les larbins de l'hyperpuissance américaine, dont on voit les effets au Moyen-Orient d'ailleurs, et pour redécouvrir, retrouver le peuple qui a toujours été le peuple français, c'est-à-dire, vous savez, étymologiquement, français, ça veut dire libre, redevenir le peuple libre que nous étions. D'accord. Alors, ce que vous n'avez pas dit, c'est que vous étiez candidat à l'élection présidentielle il me semble, hein, vous avez été candidat. En 2012, j'ai annoncé ma candidature à l'élection présidentielle. Mais vous n'avez pas réuni les signatures, c'est ça? Voilà, parce qu'à l'époque, nous étions... Alors, un mot sur notre mouvement politique. Vous savez, j'ai créé ce mouvement politique à partir de rien. Je n'ai eu ni soutien financier, ni soutien politique. Au contraire, j'ai eu... Vous étiez au moins deux. J'ai eu des bâtons dans les roues et je n'ai eu aucun soutien médiatique. De telle sorte que je m'adresse ici à vous ou à vos auditeurs. Imaginez ce que c'est dans le monde d'aujourd'hui que de créer un mouvement politique quand vous n'avez rien. Vous n'avez ni soutien financier, ni soutien médiatique. C'est irréaliste. C'est assez irréaliste, c'est un peu idéaliste. Donc j'ai créé ça avec quelques amis et disons les premières années ont été très difficiles parce que dire en 2008, 2007, 2008, 2009 ce que nous disons, c'est-à-dire qu'en fait la construction européenne est une dictature qui est en train de s'installer, qui est en train d'appauvrir les Français. Mais quand je dis les Français, c'est tous les gens qui vivent en France, y compris parmi nos auditeurs, ceux qui peut-être vivent en France et qui n'ont pas la nationalité française, mais qui vivent peut-être en France depuis plusieurs années, voire plusieurs décennies. Ce n'est pas un discours discriminant. Voilà. Non, c'est un discours non discriminant. C'est que l'ensemble de la société française, il suffit de le regarder. Il y a quelques personnes de plus en plus riches, et vous avez l'écrasante majorité des gens qui est en train de s'appauvrir. Et tout le monde voit que notre avenir est très très inquiétant. Voilà. Alors, dire ça, et dire que nous sommes dans une dictature d'un genre particulier, qui fait semblant d'être une démocratie, mais en fait, on vote pour des gens, ce sont des marionnettes, et en plus de ça, ça se termine en pantalonnade. C'est le cas actuel, vous voyez bien avec... Mais vous êtes violent quand même dans vos propos, ça veut dire que non seulement vous allez à contre-courant, mais oui, mais c'est parce que je dis la vérité. Alors, je dis sévère. Je dis ce que je crois la vérité. Oui. Alors le résultat, c'est quoi ? C'est que les 3 premières années, ça a été très très difficile, ça a été la galère, comme on dit maintenant. Et puis, comme il se trouve que vous l'aviez rappelé tout à l'heure, il se trouve que je suis un haut fonctionnaire, je connais bien les dossiers. Bon, j'ai été formé comme ça, par exemple sur les questions monétaires, sur les questions de l'euro, sur les questions de traités européens. Je connais mes dossiers très, très bien, en tout cas beaucoup mieux que la moyenne des responsables politiques et même que de beaucoup de journalistes qui se présentent des experts. Donc de telle sorte que j'ai commencé à parcourir la France en faisant des conférences qui sont d'ailleurs que tous vos auditeurs peuvent aller visionner sur upr.fr. Excusez-moi de vous interrompre, d'ailleurs moi j'en ai regardé quelques-unes et vous avez je ne veux pas dire une théorie parce que vous estimez que c'est pas votre théorie, mais vous avez une vision particulière vous faites une différence entre la monnaie unique et la monnaie commune. Oui. Et ça c'est un point essentiel de votre discours. C'est pas monnaie. Oui, c'est pas tout à fait essentiel, mais c'est quand même un point très important. Mais c'est un bon exemple que vous prenez, Munji. C'est vrai que vous écoutez les médias, vous écoutez les journalistes, vous écoutez les responsables politiques, ils sont tous en train de vous parler de monnaie unique. Bon, le problème c'est que l'euro n'est pas une monnaie unique, contrairement à ce que l'on annonce. Alors ça paraît un petit détail, mais c'est pas tout à fait un détail, vous avez raison de le souligner. D'abord parce que ça s'appelle, en réalité c'est une monnaie commune. D'ailleurs les Allemands ne parlent pas de monnaie unique. En allemand, ça se dit Einheitliche Währung. La monnaie unique, c'est ce qui réserve aux marques après l'unité allemande, après la réunification avec l'Allemagne de l'Est. Les Allemands, ils appellent ça du Gemeinsame Währung, ça veut dire la monnaie commune. Et quelle est la différence ? La différence, c'est que il y a la Banque Centrale Européenne qui est située à Francfort, mais chaque État a gardé sa Banque Centrale Nationale. De telle sorte que si vous avez, mettons, 1 000 € sur un compte en banque en France, en réalité, d'un point de vue juridique, il s'agit de 1 000 € de créances sur la Banque Centrale Française. Mais si ces 1 000 €, vous les transférez, vous en avez le droit en Allemagne, sur un compte en Allemagne, ils deviendront 1 000 € de créances sur la Bundesbank, la Banque Centrale Allemande. Et si vous les transférez en Grèce, ils deviendront 1 000 € sur la Banque Centrale de Grèce. Alors vous allez me dire quelle est l'importance ? Parce qu'on peut acheter son pain finalement en euros en Allemagne. Oui, mais ça, c'est ce qui est trompeur. Oui, c'est ce qui est trompeur. Mais la différence est extrêmement importante. C'est que si l'euro explose,
l'euro, les monnaies réapparaîtront. Or, les créances sur la Banque de France deviendront des francs. Les créances sur la Bundesbank deviendront des marques. Les créances sur la Banque de Grèce deviendront des drachmes. Il y aura une conversion automatique. Voilà. Et donc, et tous les économistes, puis tous les marchés financiers savent que dans ce cas-là, le franc perdra peut-être quelques pourcents par rapport à son cours pivot actuellement vis-à-vis du dollar, mais le mark grimpera peut-être de 15 ou 20%. La drachme grecque perdra 20 ou 30%. Pareil pour l'escudo italien ou la pesette espagnole. Ce qui leur sera favorable. Alors, ce qui leur sera favorable pour leur économie, mais pour quelqu'un qui a placé son argent, il vaut mieux évidemment le mettre en Allemagne. Alors c'est pour ça. Mais là, on parle d'une façon presque badine, mais en fait, Mounji, vous avez raison, parce que si vos auditeurs ont compris ce que je viens de dire, ils en savent plus que 95% des responsables politiques français. Parce que ça, ce qu'on vient de dire, c'est l'une des raisons fondamentales pour lesquelles, en réalité, l'euro ne peut pas marcher, c'est que dès qu'il y a de l'argent dans les pays du Sud, les grandes fortunes, les grandes entreprises, immédiatement vont placer leur argent en Allemagne. De telle sorte que la zone euro est devenue, parmi les nombreux défauts qu'elle a, c'est comme une espèce de malade qui serait atteint d'une maladie incurable, c'est-à-dire qu'il y aurait tout le sang qui reflue à la tête, constamment la tête gorgée de sang, et le bout des membres serait glacé parce qu'il n'y aurait pas de sang qui circulerait. D'accord. Voilà, ça vient en fait du fait que en fait, il n'y a pas de peuple européen. Il y a des peuples en Europe et nous n'avons pas les mêmes économies, nous n'avons pas la même compétitivité entre les économies et donc les gens ont confiance dans l'économie allemande, ont moins confiance dans les économies des pays du Sud. C'est ce qui signe à terme l'explosion à venir de l'euro. Donc pour vous, l'euro, c'est une des maladies aujourd'hui de l'Europe. C'est-à-dire que c'est ce qui nous coule aujourd'hui en France, dans votre discours en tout cas. C'est certain. Enfin, il n'y a pas que moi qui le dis pour le coup. Là, il y a d'autres personnes qui le disent. Invité, oui. Par exemple, l'euro actuellement vaut environ 1,35 $. Bon, c'est un taux de change externe qui convient à l'économie allemande, parce que l'économie allemande a des produits qui sont très compétitifs. Pour l'économie française, c'est un taux de change qui est beaucoup trop élevé, de telle sorte, je ne parle même pas de l'économie grecque, italienne, espagnole, qui elles sont complètement plombées par ce taux de change qui est excessif, de telle sorte que actuellement on a de plus en plus de mal à vendre les produits français à l'étranger, mais qu'on achète plus facilement à l'étranger, puisque les prix facturés en dollars sont moins chers. Donc nous dégageons des déficits commerciaux géants. Mais et c'est pas la seule conséquence. Une autre conséquence, c'est que nous perdons des emplois à très vive allure. Alors d'autant plus que, alors ça c'est un autre sujet, c'est un autre article des traités européens, l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Maintenant, les pouvoirs publics n'ont plus le pouvoir de contrôler les mouvements de capitaux. Alors ça c'est très important aussi que vos auditeurs comprennent. Il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans, sous De Gaulle, sous Pompidou, sous Giscard et même sous les débuts de Mitterrand, on ne parlait pas de délocalisation. On n'apprenait pas que l'émir du Qatar avait racheté le Paris Saint-Germain, avait racheté l'hôtel Martinez, avait racheté des tas de choses. On n'apprenait pas qu'il y avait un grand dirigeant de casino chinois qui rachetait le château de Gevrey-Chambertin en Bourgogne. On n'apprenait pas tout ça. On n'apprenait pas que Peugeot allait délocaliser ou Renault en Slovaquie ou en Chine. Alors pourquoi maintenant on en parle et pourquoi on n'en parlait pas il y a 30 ans ? Personne ne le dit jamais aux Français. Alors la raison, c'est que il y a 30 ans, 40 ans, il y avait ce qu'on appelle un contrôle des mouvements de capitaux. Ça veut dire que si par exemple, parce que l'émir du Qatar, il était peut-être moins riche il y a 40 ans parce qu'on n'avait pas trouvé le champ de gaz de Northern Field, mais le roi d'Arabie, il était très riche. Il y avait des grands capitalistes en Amérique qui étaient très riches. Vous aviez déjà des Golden Boys. Bon, si une très grande fortune, quelle que soit son origine, voulait racheter une entreprise en France, par exemple, ou bien des immeubles ou il devait, à partir d'un certain moment, d'un certain niveau d'investissement, demander l'autorisation de l'État. Les idées, c'est ce que vous dites. Voilà. Donc voilà. Et de la même façon, si par exemple une entreprise française voulait aller construire une usine à l'étranger pour bénéficier de salaires très très bas, eh bien à ce moment-là, il fallait demander l'autorisation de l'État. Alors dans certains cas, l'État le donnait. Lorsque par exemple Peugeot, dans les années 70, a voulu créer une usine d'automobile en Iran, eh bien, le président de Peugeot était allé voir l'État, c'est le ministre des Finances, il avait expliqué, je veux construire une usine en Iran. Qu'est-ce qu'avait fait le ministère des Finances à l'époque ? Il avait examiné l'avantage et les inconvénients. Alors c'était quoi ? C'était un projet qui était bien pour Peugeot, puisque ça permettait à Peugeot de prendre pied sur un nouveau marché, de fabriquer des voitures, des 504, un petit peu rustiques pour des pays à très... Ça a bien marché au Maghreb, je peux vous le dire. Absolument.
Donc ça, c'était bon pour Peugeot. C'était également bon pour le gouvernement iranien, pour l'Iran. Ça leur permettait d'avoir un début d'industrie automobile. Donc ça leur créait des emplois, de l'industrie sur place. On appelait le protectionnisme. Et puis c'était bon, oui, c'était bon aussi pour la France, puisque ça diffusait l'image de l'industrie française au Moyen-Orient. Et ça n'était pas mauvais pour les ouvriers en France. Pourquoi ? Parce que nous étions également les maîtres de notre commerce extérieur, et donc les voitures qui étaient fabriquées en Iran par Peugeot ne pouvaient pas être réimportées en France. Elles étaient uniquement pour le marché local. Mais on a donc toujours cette situation. En Algérie, on a cette situation avec Renault, vous le savez. Voilà, mais ça, qui fabrique des voitures qu'on ne trouve pas ici, la 301 par exemple. Je ne sais pas si vous le saviez. Oui, oui. Bon, enfin, mais est-ce qu'ils en fabriquent beaucoup ? Oui, c'est un gros succès. Bon. Maintenant, dans le cas général, sauf racisme et exceptions, mais dans le cas général, maintenant, une entreprise peut se délocaliser comme elle le veut. Excusez-moi, c'était Peugeot, c'est pas Renault. C'est Peugeot. Ouais. Elle peut se délocaliser comme elle le veut. Donc, c'est ce que constatent les Français, du moins les personnes qui vivent en France. Encore une fois, j'ai conscience en parlant ici. Tous les jours. Voilà. Tous les jours, vous savez ce qui se passe. Nous perdons tous les jours 6 à 700 emplois industriels. Oui. Tous les jours, il y a une usine qui ferme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ça veut dire qu'on perd 300 à 400 usines par jour, par année. Tous les jours, il y a en France 700 personnes qui basculent en dessous du seuil de pauvreté. Mais qu'est-ce qui a changé par rapport à la circulation des capitaux ? Parce qu'avant, c'était, il fallait demander l'autorisation. Donc en gros, maintenant c'est. Alors que maintenant, c'est de. Il y a une libre circulation, c'est ce que vous voulez dire. C'est-à-dire que maintenant, quand une entreprise fabrique n'importe quoi, eh bien, elle va dire, tiens, moi, je fabriquais des chemises dans les Vosges, maintenant, je vais les fabriquer au Bangladesh. D'accord. Tiens, je fabriquais des voitures à Sochaux ou bien en Seine-Maritime. Maintenant, je vais les faire en Slovaquie. Oui. Ou en Chine. Donc du coup, les gens qui vivent en France, les ouvriers qui vivent en France, ils se retrouvent sans emploi, bien sûr. Bien sûr. Et pourquoi est-ce que les entreprises, elles font ça ? Parce que tout le monde sait qu'au Bangladesh ou en Chine, les ouvriers, ils gagnent 15 à 20 fois moins. Oui. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au bout du compte, si on ne rétablit pas un contrôle des mouvements de capitaux, vous savez quel est l'avenir des Français, hein ? Ça veut dire que progressivement, il va falloir aligner... C'est déménager ou le chômage ? C'est soit le chômage, soit déménager, soit aligner les salaires des Français sur ceux des Chinois et des Bangladeshis. Voilà. C'est ça, et d'ailleurs, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Regardez l'évolution des salaires. Regardez, alors que le gouvernement, avant, il y avait des gens qui disaient, oui, c'est de la faute de la droite. Bon. Puis maintenant que c'est la gauche, les gens, ils savent plus quoi dire. Enfin, du moins les syndicats, parce que Hollande fait évidemment la même politique que Sarkozy, puisque je vous ai expliqué que de toute façon, il n'a pas le choix, c'est fixé par les traités européens. Donc maintenant, on est en train d'expliquer aux Français qu'il va falloir faire des petits boulots, des trucs on travaille 10 heures par semaine, on gagne... Voilà, on va vers un appauvrissement général de notre population. Ce qu'il faut indiquer à nos auditeurs, c'est que la libre circulation des capitaux est un des fondements de l'Europe, c'est-à-dire que c'est ce qui a justifié la création de l'Europe. Alors, à l'origine, vous avez raison, ça fait le marché commun, c'est-à-dire la libre circulation des marchandises et des capitaux, c'était effectivement une des bases de la création de l'Europe. Mais l'article 63 dont je parle, c'est un article qui postule la libre circulation des capitaux avec le monde entier. Il est interdit de réglementer les échanges de capitaux, c'est le texte même de l'article 63, entre les États membres de l'Union européenne, mais aussi entre les États membres et les pays tiers. Donc ça a été trop loin. Là, on va trop loin. C'est-à-dire qu'on va vers... alors, notez bien que ce que j'essaie toujours aussi d'expliquer, les choses sont un peu compliquées, j'essaie de les rendre claires, que les autres pays du monde, ceux qui marchent bien, ils n'ont pas accepté la même chose. Ah oui, la Chine, l'Inde, le Bangladesh, eux, ils réglementent les échanges de capitaux. C'est-à-dire que quand une entreprise française veut investir en Chine, il faut qu'elle obtienne... La France laisse passer, mais il faut qu'elle obtienne l'autorisation des Chinois, ce qui demande d'ailleurs, au passage, ils demandent souvent du transfert de technologie, comme on dit, c'est-à-dire du savoir-faire industriel pour développer leur propre industrie. C'est ce qui se passe au Maghreb, il y a le contrôle d'échange avec transfert de... Voilà, mais ça, c'est le cas général. Donc la France, dans le cadre de l'Union européenne, est un cas tout à fait étonnant, tout à fait particulier. Alors je dis ça parce qu'il y a des gens qui nous disent « Ah mais oui, mais la mondialisation, on n'y peut rien, etc. » Tout le monde, ça s'impose à tout le monde. Je réponds non. La mondialisation, c'est pas un phénomène qui est tombé du ciel, c'est une déréglementation qui a été prise. Et les pays, les États-Unis d'Amérique et le Canada d'un côté, les pays de l'Union européenne de l'autre côté, ont par négocié, notamment, c'est un accord qu'il y a eu entre le représentant au commerce américain qui s'appelait Monsieur Michael Cantor au tournant des années 90 et le commissaire européen qui s'appelait Sir Léon Britton, qui était un Britannique. Ils se sont mis d'accord dans le dos des peuples. Les Français, ils n'ont rien compris, hein.
D'ailleurs, il n'y a pas que les Français, même les dirigeants français, ils n'ont pas bien vu ce qui se passait. Les Allemands, oui. Voilà. Les Allemands, oui, ils ont sans doute un peu mieux compris. Et donc, ils se sont mis ils se sont mis d'accord dans le dos des peuples pour nous imposer cette politique. J'insiste encore une fois, la plupart des autres pays du monde, eux, ne l'ont pas accepté. C'est cette recherche du grand marché, en fait, un marché ouvert qui serait favorable aux États-Unis. C'est un peu ce que moi, ce que je dis, c'est que, alors, on peut revenir peut-être, ça peut intéresser aussi vos auditeurs, c'est que on a présenté ces mesures comme des mesures, c'est comme l'euro, comme des mesures qui seraient pertinentes économiquement, comme si c'était des mesures dictées par la sagesse économique. Ça n'est pas vrai. D'ailleurs, il suffit de voir l'euro maintenant, on l'a dans nos portefeuilles depuis le 1er janvier 2002, ça fait 12 ans, c'est la catastrophe dans tous les pays de la zone euro. Bon. Il a toujours été au-dessus des États-Unis, enfin la parité a toujours été défavorable à l'euro depuis ces 10 dernières années, j'ai regardé. Hein. Oui, enfin, l'euro est apparu dans les échanges interbancaires, pour être très précis, en 1er janvier 1999, il a baissé en 2001, on était tombé à 1 euro pour 0,80 $, puis depuis 2002, il est repassé au-dessus, et vous avez raison, depuis 10 ans, il est toujours au-dessus du dollar. J'ai vérifié. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que ces mesures n'ont pas été dictées pour des raisons économiques principalement. En fait, il s'agit de raisons politiques. Les gens qui ont conçu la monnaie européenne se sont dit, c'est pas nouveau, que si les peuples avaient la même monnaie, finalement, il deviendrait le même peuple, quoi. Voilà. C'est un peu, vous savez, c'est ce qu'ont fait tous les colonisateurs. Je l'explique dans l'une de mes conférences qui s'appelle La tragédie de l'euro. La France, par exemple, quand elle avait colonisé l'Indochine, elle avait imposé la piastre indochinoise à tous les peuples d'Indochine. Elle avait aussi imposé le franc dans les pays du Maghreb, etc. L'Espagne avait imposé le réal espagnol dans toute l'Amérique du Sud. Et voilà. Donc il s'agit fondamentalement d'une pensée qui consiste à dire... Puisqu'ils vont avoir la même monnaie, ils vont être obligés au fur et à mesure d'avoir les mêmes politiques économiques et budgétaires, et on va faire ainsi apparaître un peuple nouveau. Le problème, c'est que ça n'a jamais marché. Une nation. Ça n'a pas. On ne peut pas créer de nation. Voilà. L'idée, c'est est-ce qu'on peut avoir un peuple européen ? La réponse est non. Voilà. Vous savez ce que disait De Gaulle là-dessus quand on lui disait il faudrait faire les États-Unis d'Europe comme il y a eu les États-Unis d'Amérique. Et De Gaulle avait une réponse qui était rigolote. Il disait mais on ne peut pas faire les États-Unis d'Europe. Alors les gens lui disaient mais pourquoi ? Et il répondait, mais parce qu'on ne peut pas faire d'omelette avec des œufs durs. Voilà. Oui, parce que les pays d'Europe sont des pays qui ont, pour ce qui concerne en tout cas la France, qui ont plus de 1500 ans d'âge depuis le baptême de Clovis. Bon, vous avez des États-nations qui ont 1000 ans, 800 ans. Les plus récents, c'est l'Allemagne ou l'Italie, qui ont été créés il y a à peu près 150 ans. Mais auparavant, même s'ils n'étaient pas unifiés, c'était des peuples qui se reconnaissaient comme tels. Donc là, ça n'a rien à voir avec la création des États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique, c'était des gens qui quittaient l'Europe en rupture avec leur propre pays. Quand ils arrivaient sur place... Il y avait une volonté commune de créer quelque chose de nouveau. Et puis tout le monde avait la même langue, l'anglais, dès le début. Ils voulaient créer tout de suite un État nouveau, les États-Unis d'Amérique. C'est depuis les pèlerins du Mayflower en 1620. D'ailleurs, vous savez qu'il y a un proverbe qui dit « Dieu a créé les hommes et Colt les a rendus égaux ». C'est ce qu'on disait aux États-Unis avant. Vous avez jamais entendu ça ? Non, j'ai pas entendu ça. Oui, c'est bon, je l'ai entendu une fois, ça m'a fait sourire. Comme quoi on crée comme ça un mythe, une nation avec le temps. On l'a fait aux États-Unis, mais je vous suis dans vos discours. Par contre, là, j'aimerais que vous nous parliez de la notion de démocratie parce que je trouvais ça très intéressant. Démocratie. Vous dites que l'Europe tue. Enfin, quand je dis l'Europe, c'est la communauté européenne, tue la démocratie. Expliquez-nous ça. Alors d'abord, ce que je pense, c'est que les Blancs ont toujours, depuis maintenant, je ne sais pas, depuis la Renaissance, ou même avant, depuis Auguste qui crée l'Empire romain, on a l'impression que les peuples blancs d'Europe ont toujours voulu imposer leur vision du monde au monde entier. Moi, je pense qu'au 3e millénaire, on devrait respecter la Charte des Nations Unies qui pose comme un principe fondamental le devoir de non-ingérence. C'est-à-dire que, les peuples d'Europe veulent absolument imposer la démocratie partout, mais finalement, à la limite, que les peuples fassent comme ils veulent. C'est à chaque peuple de décider de son propre régime. Oui, mais vous dites que les institutions européennes tuent la démocratie. Oui, parce que l'origine de la démocratie, c'est un mot grec, kratos, ça veut dire pouvoir, le pouvoir, démos du peuple. Ça a été inventé par Périclès en moins 500 avant Jésus-Christ en Grèce. C'était d'ailleurs une démocratie
très particulière, puisque les femmes n'avaient pas le droit de vote, les enfants n'avaient pas le droit de vote, et les esclaves, parce que c'était une société esclavagiste, n'avaient pas le droit de vote non plus. Donc en réalité, il y avait que les hommes. Et puis c'était pas vraiment un droit de vote. Vous savez, Athènes en moins 500 avant Jésus-Christ, ou en moins 450, c'était une espèce de grosse bourgade, et donc c'était un peu comme un conseil municipal où on réunissait 400-500 hommes qui votaient à main levée. Bon, ça c'est l'origine de la démocratie. Alors, c'est vrai que les peuples d'Europe, eux, ont développé, notamment à partir du XVIIIe siècle, ou même avant, pour ce qui concerne le Royaume-Uni, l'idée que la démocratie, moi je suis un démocrate, moi personnellement je pense que c'est au peuple de décider de leur avenir. Le problème qu'il y a, c'est qu'en Europe, vous n'avez pas de peuple européen. Vous avez beau dire oui, on est tous européens, mais ça c'est un rêve. Ça c'est pas parce que vous le dites que ça existe. Hein. C'est comme si je vous disais voilà, le Père Noël, ça n'existe pas. Bon, ben là c'est pareil. On vous dit un peuple européen, mais en pratique c'est pas vrai. En pratique, par exemple, les Français, c'est pas vous et vos auditeurs qui allez me contredire. Actuellement, les Français, c'est un peuple qui a des liens avec, et je ne dis pas ça parce que je suis ici, je le dis dans toutes mes conférences, le peuple français a des liens avec les pays du Maghreb, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, mais plus généralement les anciens pays les pays francophones comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Gabon, ou Haïti, etc., ou Madagascar. La France a des liens avec ces pays qui sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus intenses, élevés, que les liens que l'on peut avoir avec les pays comme la Finlande, l'Estonie, la Lituanie, la Lettonie, la Slovaquie, etc. Bon, comme il faut partir quand on fait de la politique du principe de réalité. Bon, pourquoi voulez-vous que l'on fusionne la France avec les pays baltes ou les pays de l'Est européen que je viens de citer? J'ai rien contre, hein. Oui. Mais vous en connaissez beaucoup, vous voyez beaucoup, vous dans les écoles françaises, vous avez beaucoup de copains qui sont lettons, qui sont estoniens, qui sont finlandais. La réponse est non. Voilà. Donc, en réalité, la France a des liens beaucoup plus étroits avec les pays du Maghreb qu'avec ces pays-là. L'Angleterre, elle, c'est différent. Elle a des liens beaucoup plus étroits avec les pays du monde indien, notamment les Indiens, les Bangladeshis, les Pakistanais. En Allemagne, c'est encore différent. Ils ont des liens beaucoup plus étroits avec les pays turcs, avec la Turquie et puis les pays turcophones. Eh bien, moi, je dis, il faut partir des réalités. La réalité, c'est que il s'agit pas, bien entendu, de vouloir fusionner la France avec les pays du Maghreb, mais il s'agit que nous avons des liens. Il faut tenir compte des réalités. Il n'y a pas de peuple européen. D'ailleurs, les Français se contrefichent éperdument de ce qui se passe en Allemagne. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui m'écoutent qui sont capables de me dire qui est le chef d'État allemand? C'est pas Madame Merkel, c'est le Premier ministre. Enfin, elle est chancelière. Personne ne sait qui est le président de la République d'Allemagne. Personne ne sait. Pas moi. Personne ne sait, ou pratiquement personne ne sait qui est le ministre des Affaires étrangères britannique ou le ministre des Affaires étrangères allemand. Alors que je peux vous dire qu'il y a 60 ans ou 70 ans, dans les années 1930, nos ancêtres, enfin nos aïeux, eux, ils savaient très bien qui dirigeait l'Allemagne, M. Chamberlain, qui était le ministre des Affaires étrangères d'Hitler, M. Ribbentrop, etc. Ça veut dire que dans le monde d'aujourd'hui, le monde s'est beaucoup ouvert. Nous, on n'est pas du tout sur un renfermement de la France. Hein. Nous, on veut sortir de l'Union européenne. Il y a aussitôt des gens qui disent « Ah, vous êtes d'extrême droite. Ah, vous parlez comme le Front National. Ah, vous voulez fermer la France. » Mais non. Ce que on dit, c'est tout le contraire. On dit la construction européenne, elle est en train de couper la France de ses vraies amitiés, des pays dont on est le plus proche. Voilà. Et donc, on dit, c'est le contraire qui est vrai. Pour rendre à la France son influence mondiale, qui est certaine, on n'est pas la plus grande puissance du monde, bien entendu, mais on était un pays et dont le rôle, je pense, dans le monde d'aujourd'hui, c'est de représenter une autre vision du monde que les États-Unis. D'ailleurs, on l'a vu en 2003, il y a une dizaine d'années, au moment de la guerre en Irak. Au moment de la guerre en Irak, rappelez-vous que Chirac et Villepin se sont opposés à la guerre en Irak. Ce qui a surpris tout le monde. Eh ben, ils avaient raison. C'est d'ailleurs ce qu'aurait fait De Gaulle. Et d'ailleurs, pourquoi ils ont... Et l'avenir, la suite des événements leur a donné raison, parce que ils défendaient le droit. Ils défendaient le droit, et le devoir de la France, c'est de défendre, je crois, le droit et le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Mais alors justement, vous dites dans vos développements, vous dites que le citoyen a été coupé de ses dirigeants, parce que finalement, on vote pour des personnes qui nous dirigent pas réellement, puisque vous dites que les vrais dirigeants européens, c'est la Banque centrale, c'est la Commission européenne, mais il ne s'agit pas de gens élus. Et vous vous opposez à ça en tant que parti politique. Vous dites, mais ça, ce n'est pas de la démocratie, parce que ceux qui nous dirigent réellement ne sont pas
élus directement par Absolument. le peuple. Et ça, c'est quelque chose contre lequel vous vous battez fortement. Bien sûr, c'est ce que j'ai fait. Qui est-ce que, enfin, parmi vos auditeurs, sauf ceux qui sont allés écouter mes conférences, peut-être, il y en a de plus en plus. Notre mouvement, en ce moment, est en très très forte Vous êtes à 3500... Au plus, on est à 3940, je crois, à peu près adhérents aujourd'hui. Mais réel, parce qu'il faut dire que les autres partis... en fait, disent toujours plus que... la plupart des partis multiplient par 2, par 3, parfois ils ajoutent un 0. Enfin bon, voilà, c'est pas fiable du tout. Donc nous, on joue la transparence totale. On joue la transparence. On a 3900, c'est pas gigantesque, bien entendu, mais c'est pas rien. Par exemple, le parti de Monsieur Besancenot, le NPA, a 2500 adhérents. Donc avec 3900, bientôt 4000 adhérents, je pense qu'on doit avoir quelque chose comme peut-être, je sais pas moi, 10% des adhérents du Front National, 50%, non pas 50%, mais peut-être 25% du nombre d'adhérents du Front de gauche. Et puis surtout, on monte très vite. Et en plus de ça, on monte très vite uniquement parce qu'on est très connu maintenant sur Internet, sur les réseaux sociaux. Le site upr.fr, selon le classement américain Alexa Ranking, qui se fonde sur toute une série de batteries de données, maintenant selon Alexa Ranking, le site upr.fr, notre site internet, est le deuxième site d'un parti politique français le plus consulté, après celui du Front National, mais devant le PS, l'UMP, etc. D'accord. Alors, ce qui est bizarre, c'est pas bizarre, c'est assez choquant, c'est que à part des gens comme vous, Munji, enfin Radio Soleil, qui a la gentillesse, la courtoisie, et si vous me permettez aussi la clairvoyance. C'est gentil. La clairvoyance de m'inviter. Donc je suis invité sur des radios de la bande FM, chez vos confrères de Beurre FM. J'ai été également sur Radio Notre-Dame. J'ai été sur Tropique FM, Radio Africa numéro 1. Donc je suis invité sur des radios comme ça, de façon exceptionnelle. Je suis passé une fois sur c'est gentil, vous n'avez pas voulu dire petite radio, c'est gentil. Non, c'est des radios. Mais non, parce que, écoutez, si nous montons, c'est que ces radios ont de l'influence. Je fais un peu d'humour de temps en temps. Mais par exemple, c'est vrai que si je passais sur TF1 ou sur France 2, etc., je toucherais d'un seul coup des millions d'auditeurs. Or ça ne s'est pas produit. Donc ce qui est d'autant plus frappant, c'est que notre mouvement se développe très très vite, alors qu'il est privé d'accès à tous les plus grands médias, que ce soit télévision, radio, ou journaux ou grands magazines. D'accord. Et alors, vous êtes un des rares, à critiquer ouvertement l'Europe, mais de manière sérieuse, c'est-à-dire en faire un vrai problème politique. Vous êtes un des rares à critiquer le clivage droite-gauche, parce que pour vous, il ne signifie rien. D'où le sentiment de destruction de la démocratie en France, parce que vous dites que nos représentants ne servent à rien, parce que la politique ne change pas. Alors, soyons précis, Munji. Oui. Dans notre état d'esprit, il y a des gens de droite et il y a des gens de gauche. Non, c'est le clivage. Voilà. Il y a des familles politiques. Et ça, c'est comme ça. C'est l'alternance, en fait, voilà, qui ne signifie rien. Voilà, c'est pas seulement en France, dans tous les pays du monde, et c'est bien qu'il en soit ainsi. Ce que nous disons, c'est qu'actuellement, ça n'a plus de sens. C'est qu'actuellement, on abuse les gens. On abuse les gens quand ils votent à droite ou les gens quand ils votent à gauche, parce qu'on leur fait croire que les gens qu'ils élisent vont appliquer une politique de droite ou une politique de gauche, et c'est pas vrai. Ils appliquent toujours la même politique qui est fixée par les traités et qui est mise en œuvre par les gens dont, effectivement, je voulais parler tout à l'heure, par exemple les membres de la Commission européenne, vos auditeurs, sauf ceux qui sont allés voir mes conférences, je suis sûr qu'ils ne savent pas qui est Monsieur José Barroso, le président de la Commission, quel est son parcours professionnel, pourquoi il est très proche des intérêts américains. Je suis sûr qu'ils ne connaissent pas Madame Nelly Kroes, qu'ils ne connaissent pas Monsieur Karel de Gaulle, qui est le commissaire belge, qui est en train de négocier dans notre dos un grand marché transatlantique, alors que les Français sont tenus totalement dans l'ignorance de ceci. Voilà. Donc, nous, ce que l'on dit, c'est que tant que les vrais pouvoirs ont été donnés par les traités européens à des gens comme ça, voter à droite ou voter à gauche, ça n'a pas de sens. Et donc c'est dramatique. Alors, excusez-moi, juste une petite question. Est-ce que ça vous fait pas peur que aux prochaines élections municipales, on puisse prédire qui sera le futur gagnant? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien que les dernières élections, on a bien vu une montée de la gauche comme ça progressivement pendant 10 ans. Aujourd'hui, on sent le basculement, et ça va être une montée de la droite, vague rose, vague bleue. Quand on peut prédire des élections, est-ce que c'est pas un souci? Non, ça c'est les sondages. Bon, les élections municipales sont des élections municipales. Ce sont des élections, d'ailleurs nous n'y participerons pas, parce que les enjeux
sont des enjeux qui ne sont pas sans intérêt, mais ce sont des enjeux qui sont d'un ordre relativement secondaire. Ça ne concerne pas l'avenir du pays, ça ne concerne pas le niveau de vie des Français, ça ne concerne pas la guerre ou la paix. Parce que je voudrais quand même qu'on parle sur le fait qu'à cause de notre appartenance à l'Europe, la France, elle est engagée dans une espèce d'engrenage qui nous emmène à aller bombarder notamment des pays du monde arabe, la Libye, l'Irak on n'y est pas, grâce à Villepin et Chirac, je le disais tout à l'heure, mais enfin, on a été présent en Afghanistan, on a participé à la destruction de la Libye, on a failli participer à la destruction de la Syrie, etc. Or, énormément de Français ne sont pas d'accord avec ça. Énormément de Français sont absolument furieux de voir la position qui ont été prise par Monsieur Sarkozy en Libye ou par Monsieur Hollande en Syrie. On est dans un engrenage qui, à mon avis d'ailleurs, est totalement contraire aux intérêts fondamentaux de la France, d'ailleurs dans ces pays, et contraire aussi aux amitiés traditionnelles que nous avions. Je ne dis pas, attendez, j'ai pas dit que la Libye, la Syrie étaient des modèles de démocratie. Mais enfin, qu'est-ce qu'on a mis à la place? Maintenant, qu'est-ce qui est devenu la Libye? C'est devenu une espèce d'anarchie générale. Mais est-ce que ça préoccupe le Français? Non, mais les Français nous, ce qui nous préoccupe, c'est quand même de savoir si on va trouver du travail demain. Absolument. Donc, c'est peut-être la première des raisons pour lesquelles. Mais absolument. Mais il se trouve quand même, je me permets de le dire, parce que je sais que dans l'image de la France dans le monde, qui à l'époque de De Gaulle et encore de Pompidou était devenue une image très très excellente. D'ailleurs, on va fêter. On a une perte en termes de diplomatie, on a une chute, c'est clair. On va fêter. Juppé l'avait dit. On fête ces jours-ci, d'ailleurs, le 50e anniversaire de la reconnaissance de la République populaire de Chine par Charles de Gaulle, qui s'était opposé aux Américains. Comme il l'avait dit d'ailleurs en Conseil des ministres, les Américains ont eu une réaction hystérique. C'était De Gaulle qui avait utilisé l'adjectif hystérique quand ils ont appris que les Français reconnaissaient la République populaire de Chine. À l'époque, nous étions un pays souverain et indépendant. Nous menions une politique non alignée, une politique qui correspondait à ce qu'était la voie de la France. Là, actuellement, ça n'est plus du tout le cas. Je voudrais revenir, si vous me permettez, Mounji, sur vous avez dit tout de suite, il y a 3 minutes, quelque chose sur lequel je voudrais revenir. Oui. Vous avez dit que nous sommes l'un des seuls à vouloir sortir de l'Europe. Je me permets de dire... De développer toute une norme. Voilà, mais pas l'un des seuls, il y en a d'autres. Mais vous êtes les seuls à vraiment axer... Mais qui il y en a 2, mais bon, je ne veux pas vous identifier à eux, parce que pour moi, vous êtes différents. Mais il y a Dupont-Aignan et le Front National. Eh ben non. Oui. Justement, c'est là où je veux attirer votre attention. Dites-moi. C'est que Monsieur Dupont-Aignan pour DLR et Madame Le Pen pour le Front National, il y a énormément de Français qui sont convaincus qu'ils veulent sortir de l'Europe. Bon, c'est vrai qu'ils sont critiques l'un de l'autre, surtout le Front National. Oui. Mais allez voir leur programme. Allez voir les engagements qu'ils prennent devant les Français. Il n'y a jamais ça. Jamais. Monsieur, d'ailleurs, ils refusent l'un et l'autre de débattre avec moi, parce qu'en fait, ils ont peur. La réalité, c'est qu'ils se dégonflent, ils font pchit. Parce que Madame Le Pen et ses rodomontades, elle fait pchit, parce qu'elle sait, c'est une femme qui n'a aucune expérience professionnelle de quelque nature que ce soit. Son seul mérite à Madame Le Pen, c'est d'avoir été la fille de son père. Bon, moi, j'ai créé un mouvement politique à partir de zéro, et moi, j'ai une expérience, j'ai rencontré, excusez-moi de le souligner, lorsque j'étais en cabinet ministériel, j'ai rencontré les grands de ce monde. J'ai participé à des entretiens au plus haut niveau avec François Mitterrand ou avec Jacques Chirac, le président chinois, l'empereur du Japon. J'ai déjeuné avec Nelson Mandela. J'ai serré la main de Jean-Paul II, j'ai rencontré le président du Brésil, etc. Bon, tout ceci, j'ai une expérience professionnelle au plus haut niveau. Madame Le Pen et Monsieur Dupont-Aignan n'ont absolument pas cette expérience. Mais moi, en plus de ça, je suis quelqu'un de précis. Nous disons, et nous sommes le seul mouvement politique d'envergure à le dire, il y a un article des traités qui s'appelle l'article 50 du traité sur l'Union européenne qui est prévu pour permettre à un État de sortir de l'Union européenne. De dénoncer les traités. De dénoncer en forme juridique les traités. Alors, nous, ça fait maintenant... Cet article est apparu avec le traité de Lisbonne à partir de 2008. Nous disons, nous allons appliquer cet article, c'est ce qu'on propose aux Français, et nous disons également... puisque cet article existe, c'est bien la preuve qu'on peut en sortir. Enfin, ça, c'est une évidence. Bon. S'il y a une porte, c'est logique. C'est qu'il faut qu'elle soit ouverte ou fermée. Et ça, je suis bien persuadé que, sauf les gens qui connaissent l'UPR, personne n'en a jamais entendu parler. Parce que,
aucune télé, aucune radio, aucun journal, aucun magazine ne veut jamais parler aux Français de cet article 50 du TUE, traité sur l'Union européenne, qui permet de sortir de l'Union européenne. Eh bien, notez bien que Madame Le Pen et Monsieur Dupont-Aignan n'en parlent pas. Vous savez ce qu'ils font ? Ils font comme d'ailleurs Monsieur Mélenchon du Front de gauche, ils font comme d'ailleurs la plupart des autres mouvements politiques, c'est-à-dire qu'ils critiquent à mort l'Europe, et à ça, pour critiquer, ils le font. D'ailleurs, souvent, ils me piquent des analyses qui sont les miennes. L'autre fois, j'avais participé, il y a eu du public qui peut témoigner de ce que je dis est vrai, j'ai participé à un petit forum démocratique, c'était il y a un an, et dans la salle, derrière un pilier, il y avait Monsieur Philippot, le vice-président du FN, qui était caché derrière un pilier en train de prendre des notes. Il y a des gens chez nous qui sont allés le voir, ils me disaient, mais qu'est-ce que vous faites là, Monsieur Philippot ? Il prenait des notes, enfin, c'est minable. En attendant, ils font ça, ils essaient de prendre un certain nombre de nos analyses, parce qu'ils savent très bien que les analyses qu'on fait sont des analyses précises, techniquement fiables, parce qu'elles sont héritées justement de l'expérience professionnelle que j'ai. Ils se les approprient, mais regardez ensuite ce qu'ils proposent. Après ça, ils proposent qu'ils veulent une autre Europe. Ils font des projets d'Europe. Le problème que nous, on dit, c'est que ces projets d'Europe, c'est bien gentil, mais vous ne pouvez pas imposer ces projets d'Europe, puisque pour changer les traités, il faut l'unanimité des autres. Or, l'unanimité, nous sommes 28 États. Ça veut dire qu'il faudrait convaincre les 27 autres États. Or, si l'Europe, elle est comme elle est, si les traités, ils sont actuellement comme ils sont, c'est parce qu'ils sont la résultante de visions totalement antagonistes. Et maintenant, on peut pratiquement plus les changer. Donc, d'ailleurs, c'était volontaire. D'ailleurs, ce que vous dites, c'est qu'on a essayé de faire entrer le plus de monde possible pour compliquer la chose. Hein, c'est votre. Alors, je vois vision. Que vous avez bien visé. Vous avez travaillé. Vous avez bien regardé. Voilà, vous avez bien. Quand vous dites on, soyons précis. En réalité, la construction européenne a été conçue. Alors là, je vais dire des choses que vos auditeurs. Alors malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps. Parce que j'aurais aimé aborder une autre question, mais c'est vrai que c'est très intéressant ce que vous avez dit. Oui, avec grand plaisir. Il y a quelque chose que vos éditeurs, ceux qui sont allés à l'école, en France, au collège, etc., on leur a toujours raconté que la construction européenne, ça avait été une formidable invention française. Eh ben malheureusement, c'est faux. C'est un conte de fées. Ceux qui ont inventé ça après la Seconde Guerre mondiale, ce sont les États-Unis d'Amérique. Parce que Roosevelt du côté américain, Staline du côté soviétique, s'étaient partagé l'Europe. Et donc toute l'Europe occidentale avait été donnée comment dirais-je, comme zone d'influence aux États-Unis. La construction européenne, elle a été inventée par les États-Unis, elle a été très maligne. Au lieu que les Américains arrivent avec leurs gros sabots, ils ont fait apparaître des gens qui étaient leurs agents, leurs marionnettes. Mais ça, c'est ce qu'ils font partout. Hein, voilà, Hamid Karzai, c'est bon. Je veux pas citer trop de noms, mais vous savez quand même très bien que ils ont des marionnettes. Donc les marionnettes en Europe, c'était Robert Schuman, Jean Monnet, c'était avec Konrad Adenauer en Allemagne. Ce que vous dites qu'un juriste ne peut que s'insurger, hein, parce qu'on ne touche pas à Monnet et Schuman, hein, voilà. Vous le savez. Hein. Je sais, mais moi, je sais pas. Le problème, c'est que moi, les faits historiques me donnent raison. On sait depuis des documents de secret défense qui ont été déclassifiés par l'administration américaine, c'est la loi aux États-Unis en l'an 2000, on a eu confirmation de ce que Robert Schuman, Paul-Henri Spaak, le Belge, étaient des agents américains. Alors, pourquoi les États-Unis ? Ben, les États-Unis ont inventé cette construction, effectivement, parce que c'est un stratagème chinois qui s'appelle le stratagème des chaînes. Plus vous avez d'États, plus c'est auto-bloquant. Les gens ont des intérêts nationaux divergents, donc tout bloque, et finalement celui qui décide de tout, c'est le fédérateur extérieur ou le syndic de l'immeuble, si vous voulez, j'ai pris cette modèle. Voilà. Or le fédérateur extérieur, ce sont les États-Unis. Le premier à avoir diagnostiqué ça, c'était Charles de Gaulle dans sa conférence de presse du 15 mai 1962, où il a exactement dit, voilà, il y aura un fédérateur extérieur de cette Europe mais qui ne sera pas européen. Le problème, c'est que le soir même, il avait les 4 ministres MRP du gouvernement qui ont claqué la porte, il s'est retrouvé sans majorité. Donc le problème de Gaulle dans les années 60, c'est qu'il avait compris que c'était une stratégie de domination américaine, mais il n'avait pas les moyens politiques, si vous voulez, la majorité politique, pour claquer la porte de la CE. D'ailleurs, vous dites autre chose qui est très vrai, parce que ça, moi je le ressens personnellement, lorsqu'on essaye de lire ces traités, c'est illisible. Oui, bien sûr. On ne comprend rien. Parce que les traités c'est des traités compliqués. Ce sont des traités très techniques, avec énormément de notamment d'aspects économiques et commerciaux. C'est ce qui a donné d'ailleurs comment dirais-je, il y a eu une méprise. Il y a eu, au moment de la Constitution européenne, les Français ont cru qu'on allait leur présenter une Constitution qui aurait fait 3 pages, une Constitution très politique. Le problème, c'est qu'en fait, c'était un nouveau traité, puisque tous les traités s'emboîtent les uns dans les autres. Ils avaient repris
le traité de Rome qui avait été avec des modifié à changements Maastricht, de numérotation. en changeant les numérotations. Et pourquoi ils ont fait ça? Et pourquoi on n'a pas eu un truc de 3 pages? Mais c'est simplement parce que les autres sont pas d'accord. Il faut bien comprendre que tous les partis politiques qui viennent voir les Français en leur disant « Moi, je vais vous proposer une Europe écologiste. Moi, je vais vous proposer une Europe des travailleurs. Moi, je vais vous proposer... Si, moi, je vais vous proposer C'est du marketing. ça. » Mais il faudrait... C'est pas aux Français qu'il faudrait qu'ils aient proposé. Il faudrait qu'ils aillent d'ailleurs en parler à Madame Merkel. Il faudrait qu'ils en parlent au Premier ministre suédois, danois, britannique, etc. Et puis, ils verraient que personne n'est d'accord sur rien. Donc, nous, on en tire la conséquence. Retirons-nous de cette structure, ce qui ne veut pas dire... Coupons-nous du reste du monde. La Suisse, est-ce que la Suisse, qui n'est pas dans l'Union européenne, est coupée du reste du monde? L'Angleterre y est sans y être. Hein. Alors, l'Angleterre, elle y est, mais elle n'a pas pris la monnaie. Mais il y a des pays comme... regardez, ceux qui se portent le mieux, d'ailleurs, en Europe. La Suisse, la Norvège et même l'Islande, maintenant, sont des pays qui sont restés indépendants. C'est pas devenu la Corée du Nord. Alors, j'ai une question à vous poser, que je me suis posée en vous écoutant. Qu'est-ce qui fait la souveraineté d'un pays? C'est le fait de battre monnaie ou le fait de lever l'impôt? Parce que j'ai l'impression que dans votre discours, c'est battre monnaie. Non, enfin, battre monnaie... C'est-à-dire avoir... Battre Jean Monnet. Non, pas Jean Monnet, mais c'est avoir le pouvoir de sa politique monétaire. Oui. Il y a ça, mais ça aussi... Mais lever l'impôt, c'est quand même ce qui détermine... Mais les deux, hein. Enfin, lever l'impôt, c'est dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, il est précisé que la souveraineté réside éminemment dans la nation, ça veut dire donc dans le peuple. Et il est précisé que nul individu, nulle fraction du peuple ne peut s'en attribuer l'exercice, et notamment le vote des impôts et le vote du budget. Actuellement, lorsque vous voyez M. Moscovici... Le budget, c'est pas la même chose que la politique monétaire. Hein. Non, c'est pas la même chose. Lorsque vous voyez que M. Moscovici, il est obligé de prendre sa canne et son chapeau et d'aller comme ça, comme un petit garçon, à Bruxelles, voir un commissaire finlandais qui s'appelle M. Olli Rehn, qui n'est pas français, et qui en plus n'a jamais été élu par qui que ce soit, y compris, il n'a jamais même été élu par des Finlandais, et ce monsieur, c'est lui qui examine le budget de la France et qui dit ça va, ça va pas. Mais enfin, on piétine, nous ne sommes un pays qui viole notre propre déclaration. Ça ressemble à une tutelle. Alors ça, c'est effectivement, vous avez raison, c'est les impôts et le budget. La question monétaire, je le présente dans ma conférence sur la tragédie de l'euro, c'est un attribut absolument essentiel de la souveraineté. On retrouve ça, l'idée, on le trouve dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Oui, parce que c'est une question que vous développez. Voilà, c'est très important puisque de la fixation de la politique monétaire dépendent la fixation des taux d'intérêt et donc, en gros, les grandes variables macroéconomiques. C'est la richesse, en fait. Vous ne pouvez pas avoir de politique économique si vous n'avez pas la maîtrise de la monnaie. Alors, écoutez, c'est très intéressant. Il faudrait 2-3 émissions avec vous. Je le savais avant de vous inviter et ça m'a peiné parce que je sais qu'on ne peut pas aborder toutes les questions. Parce qu'il y a une question, j'aimerais qu'on parle un peu des banlieues parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Et votre vision, en fait, je veux pas qu'on parle d'immigration, mais votre vision de l'intégration, dirons-nous, même si j'aime pas ce mot. Mais je renvoie les auditeurs à toutes les conférences qui sont sur Internet, sur votre site, non? Oui, absolument. Sur l'UPR, il y a beaucoup de conférences, ils pourront aller le voir. Voilà. Et là, vous abordez vraiment en détail toutes ces questions qui durent assez longtemps. 3 heures pour certaines, donc bon courage aux auditeurs. Oui, mais alors attendez, permettez-moi de répondre à cette critique parce que c'est une critique qui n'est pas mais méchante. Non, mais je sais, moi, c'est une critique qu'on m'a souvent faite. Mais il faut que vos auditeurs y comprennent qu'il s'agit de notre avenir, de leur avenir à eux, de l'avenir de leur entourage. Non, mais c'est très intéressant. De l'avenir des gens qu'ils aiment, parce que on passe dans le monde d'aujourd'hui, les gens ils passent 3 heures, 5 heures à choisir leur nouveau forfait téléphonique. Ce qui est vrai. Oui, ou alors où est-ce que je vais aller, ou alors ils vont passer une soirée avec des copains à aller dans un bistrot et je sais pas quoi. Mais on peut le faire en 2 fois, ça ne rien n'est interdit. Allez, ouais, absolument. Il faut aller éviter, parce que le problème auquel on est confronté, c'est que de nos jours, il y a une vraie guerre dans les pays développés. C'est une guerre invisible, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Mitterrand. C'est une guerre qui est une guerre de l'intelligence. C'est une guerre de la manipulation des informations. C'est Chomsky qui développe ces théories. C'est une guerre de la manipulation de l'information. C'est pour ça qu'il est très important que les gens aillent s'informer par eux-mêmes à partir de nouvelles sources. On a ce réflexe, avec Internet, le français a ce réflexe aujourd'hui. De plus en plus. Oui. C'est pour ça qu'on se développe. Oui, tant mieux pour vous. Alors, les banlieues. Parlez-nous un peu de votre vision des banlieues. Moi, j'ai été voir sur le site. En fait, j'ai remarqué que vous renvoyez cette question à l'après-Europe parce que vous vous dites que d'abord sortons de l'Europe, redevenons la France, et ensuite parlons de nous. C'est ce que vous dites en gros. Et là, vous dites que la question des étrangers, en fait, devra se régler par le vote. Alors, c'est votre position. Oui, il y a plusieurs choses que vous dites. Vous parlez à la fois des banlieues et, si j'ai bien compris, de l'immigration. C'est pas exactement la même chose. Non, parce que c'est vrai que nous, on lit. Bon, vous êtes sur une radio communautaire, et c'est vrai que quand on parle de banlieue, on a tendance à allier l'immigration. On lit les deux. D'accord. Mais c'est pas exactement quand même la même chose. Vous avez raison. Des banlieues et l'autre. Quelle est votre vision de l'étranger en France, de manière générale? Ma vision, je l'explique dans ma conférence sur l'histoire de France.
Il s'est passé en 496 un phénomène très important en France. Ça a été le baptême d'un type qui s'appelait Clauweg et qui était un franc, chef d'une tribu franque et qui a vaincu la Gaule. La Gaule était constituée de Gaulois qui avaient été eux-mêmes vaincus par les Romains avec Vercingétorix. C'était devenu des Gallo-Romains. Voilà des Francs qui arrivent, donc des barbares, et qui imposent un nouveau peuple. Et c'est le mélange de ces trois qu'a fait le peuple français. Et qu'est-ce qui s'est passé en 496 d'important ? C'est qu'à l'époque, l'Église, lorsque Clauweg s'est converti au christianisme et qu'il a pris le nom de Clovis, l'Église a interdit les mariages communautaires. C'est-à-dire que la France, c'est à partir de ce moment-là qu'est née la France. Passez-moi cette expression un petit peu légère, mais en France, tout le monde couche avec tout le monde. C'est-à-dire que nous avons... Vous me faites penser à Hollande quand vous dites ça. Hein. Non mais en France, je pense franchement que les Français, c'est un des peuples les moins racistes du monde. En France, nous avons des mariages mixtes. Lorsqu'on va en Italie, en Espagne, on en est convaincu. Allez, surtout, et dans les pays du monde anglo-saxon. Et en Chine et au Japon, n'en parlons pas. Donc, en France, il y a énormément de mariages mixtes. Et donc, la réalité que moi, je dis, c'est que le peuple français évolue constamment, notamment avec les apports migratoires, mais que contrairement à ce que l'on dit, et ça nous sépare totalement, bien entendu, de l'extrême droite, c'est que, en gros, les populations immigrées sont en train de se fondre dans le creuset national. Moi, ce que je dis, c'est que je dis notamment aux gens qui sont dans les banlieues, mais vous savez, avant vous, dans ces mêmes banlieues, il y avait, en 1930, c'était des gens qui venaient de la Corse, de la Lozère, de la Bretagne. Parce que c'est vrai, moi, mes arrière-grands-parents vivaient dans le centre de la France ou dans d'autres régions. Ben, mes grands-parents, ils sont venus, ils étaient dans des quartiers. Les Polonais ont souffert. Donc, il faut bien comprendre, il faut arrêter nous, le message que l'on dit, c'est qu'il faut arrêter d'un discours communautariste. C'est eux les Français, c'est nous les Français, c'est vous tous les Français. Il faut et d'ailleurs c'est un discours qui, je crois, qui marche très bien dans notre mouvement politique. Nous avons beaucoup de jeunes issus de l'immigration ou pas issus de l'immigration d'ailleurs, qui se reconnaissent dans ce discours. Nous sommes tous Français et nous avons tous le devoir de rendre à notre pays sa liberté et son indépendance nationale. Donc moi, ce que je pense et ce que j'espère, et ce qui d'ailleurs est en train de se passer, c'est que progressivement, ça va se fondre dans le creuset national. Rendez-vous dans 30 ou 40 ans, les jeunes qui sont issus des quartiers, comme vous dites, ils seront plus dans les quartiers. Il y en a. Mais ils vont évoluer socialement. Ils vont évoluer socialement. Mais il faut simplement qu'ils aient confiance dans leur propre pays. Puis il y a un truc par moment. Ils sont pas algériens, tunisiens. Ils sont français. Oui. Ils sont français d'origine algérienne. Il faut qu'ils comprennent qu'ils sont français, que c'est eux la France. Alors justement, et il faut notamment qu'ils aillent voter. Et qu'ils aillent voter en se disant, mais qu'est-ce qu'on est en train de montrer ? Les Français ne votent pas, donc ils sont français. Oui. Enfin, il y a des Français. Mais d'ailleurs, beaucoup de gens... De moins en moins, quand même. Oui, mais beaucoup de gens qui s'abstenaient commencent à reprendre confiance envers nous, parce que nous sommes un mouvement politique où j'ai fait une autre conférence qui s'appelle « Les partis politiques respectent-ils l'intelligence des Français ?» Nous, on dit toujours la même chose. Les gens qui vont voter pour nous, ils savent ce qu'ils auront, ils savent ce qu'ils n'auront pas. Voilà. Donc moi, je ne vais pas être là à faire... C'est un contrat que vous passez en fin de compte. C'est un contrat. Et moi, je ne vais pas être là en train de faire un discours communautariste en disant un jour ci, puis le lendemain, je vais dire le contraire. Non, nous, on dit la même chose à tout le monde. Alors justement, tout le monde est français. Alors j'ai une question à vous poser. J'entends votre discours. D'ailleurs, on peut l'appliquer à toutes les communautés qui sont venues en France, qui ont évolué, tout ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de nouveau quand même avec cette immigration nouvelle, c'est-à-dire les musulmans, faut dire le mot. Est-ce que la notion de laïcité n'a pas évolué ? Est-ce qu'elle n'est pas devenue une religion d'État qui aujourd'hui s'oppose à cette religion qui essaie de s'intégrer ? C'est une question que je pose. Ce que je regrette personnellement, c'est que, je l'ai d'ailleurs montré lors de la présentation de mon programme présidentiel, il y a dans la société française un discours qui est assez volontiers... institutionnel. Assez volontiers anti-musulman. Où on a tendance à stigmatiser cette religion. C'était d'ailleurs dans le livre blanc de la Défense, j'avais dénoncé ça, comme si c'était un peu derrière chaque Français d'origine immigrée se cachait un terroriste. C'est un discours quand même qui est celui du Front National, mais qui est un discours qu'on retrouve chez beaucoup de gens de la construction européenne, parce que
La construction européenne, j'y reviens, elle s'inscrit dans une théorie qui est la théorie américaine et atlantiste dite du choc des civilisations, où il y aurait un monde dit judéo-chrétien avec l'Amérique du Nord et puis l'Europe, qui aurait vocation, il suffit de lire les ouvrages théoriques, notamment de Samuel Huntington, qui s'appelle Le choc des civilisations, eh bien ce monde aurait vocation à s'opposer au monde arabo-musulman d'un côté, au monde orthodoxe de l'autre. Moi je dis que ça, si on va là-dedans, c'est la porte ouverte à une troisième guerre mondiale. Donc nous, on dit pas du tout. Moi, je suis un partisan de la République, un partisan de la laïcité. C'est-à-dire que vous savez, comme on disait, le dicton, c'était la République respecte toutes les religions, elle n'en reconnaît aucune. Ça veut dire que les gens, en France, peuvent avoir tout à fait leur religion, y compris de ne pas en avoir. Ils ont parfaitement le droit d'être agnostiques ou athées. Mais il y a une espèce de mode de vie où on fait ensemble en sorte de ne pas imposer trop ouvertement sa religion. Voilà. Et on le garde plutôt dans la sphère privée. Alors, il est vrai qu'on a un peu monté en épingle cette affaire de foulard et autres, un peu de façon déraisonnable. Moi, je rappelle qu'il y a encore 50 ans ou 60 ans en France, toutes les Françaises, quand elles sortaient dans la rue, elles se mettaient un foulard, parce que moi, je me rappelle, ma grand-mère disait, on sort pas en cheveux. Bon, même à l'église, voilà, hein. Voilà, même à l'église. Bon, ce qui est vrai, c'est qu'il y a des comportements provocateurs d'un certain nombre de gens qui, dans la communauté musulmane, mais qui sont les correspondants. Ils trouvent ce moyen aussi d'exprimer peut-être leur rancœur face à une France qui est complètement alignée sur les intérêts américains, et je suis désolé, qui ne respectent pas comment dirais-je, le libre arbitre des pays, notamment du monde arabo-musulman. Mais justement, la question que je vous posais, c'est est-ce que la notion de laïcité, d'un point de vue juridique, n'a pas évolué en France comme une religion d'État? Et du coup, elle cherche à s'imposer. Alors vous parlez de neutralité. Moi, ce que je regrette, c'est que la laïcité s'est un peu transformée maintenant en une espèce de, je vais vous prendre un mot américain exprès, Islam bashing, voilà. C'est-à-dire l'idée de taper particulièrement sur le monde musulman. Voilà. Avec d'ailleurs au passage toutes les ambiguïtés puisque vous savez que les relations entre les États-Unis et puis un certain nombre de Al-Qaïda, etc. Enfin, ça mériterait de longs développements qui débordent de notre voilà. Voilà. Nous, par exemple, ce que j'observe, c'est que des pays que je connais, je suis allé en Syrie. Je suis allé en Syrie avec ma femme il y a 25 ans. Un beau pays. C'est un pays magnifique. C'est un pays d'ailleurs où coexistaient à la fois des chrétiens, des musulmans sunnites, des musulmans chiites, des druzes. Voilà. J'étais allé également en Irak. Mon alliance que vous voyez là, je l'ai achetée à Bassora. Bon, c'était un pays. Ces pays, Irak, c'était avant les événements. C'était dans les années 80. Ces pays, c'était des pays de tradition musulmane, mais des pays laïques qui s'étaient inspirés de la laïcité à la française. C'était des pays progressistes, c'était le parti Baas. Bon, c'était des pays qui s'étaient inspirés de la laïcité à la française. Ce qui veut donc dire que, d'ailleurs, c'était des pays où, excusez-moi de le dire, mais quand on s'y promenait, on s'y sentait, comment dirais-je, on avait un sentiment de relative bien-être et liberté. Bien sûr, il y avait des portraits d'Assad ou des portraits de Saddam Hussein. Mais enfin, les gens, moi je suis allé, je connais assez bien les pays du monde arabe. Moi je suis allé en Arabie Saoudite, ou je suis allé au Koweït, Vous parlez arabe? Non, tout. Oh, j'ai quelques mots, mais non, je parle pas. Mais ou au Bahreïn, mais je peux vous assurer que quand on était venant d'Arabie ou venant du Koweït et arrivant en Irak ou en Syrie, c'était le jour et la nuit. Voilà. Donc, ce que j'observe, moi, c'est que les États-Unis et l'OTAN, on a l'impression qu'ils se sont ingéniés à détruire justement les régimes les plus progressistes, du monde arabe. Voilà, que ce soit la Syrie, que ce soit l'Irak, que ce soit la Libye. Voilà, et on les remplace par quoi? Bon, regardez ce qui s'est passé en Égypte, l'arrivée des frères musulmans, puis maintenant c'est la prise du pouvoir par l'armée. Ils déstabilisent un petit peu tout. Mais c'était pas des erreurs d'analyse profonde, parce qu'on avait le sentiment que dans leur analyse, ça veut dire il y avait des intérêts personnels, on le sait, économiques, et puis ils ont agi à travers le sentiment, enfin c'est mon sentiment, de mauvaise analyse. Alors,
géostratégique, hein, parce que le printemps arabe, ça, on nous a bassiné avec ça. Alors que ça avait une récupération. Oui, ça n'avait mais ça n'avait pas de sens. Enfin bon. Voilà. Après, mais en tout cas, vous êtes plutôt positif quant à ces questions en France. Ça veut dire sur les questions islamiques ou d'intégration. Pour vous, c'est un sujet qu'il faut aborder et traiter, mais qu'il faut aborder de façon, j'allais dire un petit peu décontracté, parce que je dis que c'est pas vrai, que en gros, je connais quand même, j'ai quand même beaucoup d'amis, même dans notre mouvement politique, vous savez, on a beaucoup de Français d'origine immigrée chez nous qui viennent. Et quand ils voient ma conférence sur l'histoire de France... Ils se détendent. Ouais, vous savez ce qu'ils me disent quand ils voient la conférence sur l'histoire de France? Non, pas du tout. Ils me disent, monsieur, pour la première fois de ma vie, vous m'avez rendu fier d'être français. Ah bah, ça fait plaisir. Bah, écoutez, monsieur Asselineau, je suis désolé de vous arrêter parce que je sais que vous avez beaucoup de choses à dire, mais l'émission, malheureusement, on a un timing, on finit à 19h et c'est bientôt. Donc, en plus, vous avez fini sur un bon mot, donc ça me convient tout à fait. Merci. Je vous remercie d'être venu et sachez que vous êtes un invité permanent parce que je pense qu'on va vous réinviter parce qu'il y a trop de choses à dire avec vous. Donc, sachez que vous allez revenir. Absolument. Je vous remercie de cette invitation. Je suis prêt à revenir. Et puis éventuellement faire pourquoi pas un jour un débat avec vos auditeurs, même une soirée ou comme vous voulez. Avec grand plaisir. Une nocturne, je suis à la disposition des auditeurs. Alors nocturne c'est Saliha et je pense qu'elle 8h elle s'en va. Hein. Donc elle voudra pas parce qu'il faut quelqu'un à la technique quand même. Hein. Et bon en tout cas pour réécouter cette émission, vous pouvez la réécouter ce soir à 23h. Je vous dis au revoir et je vous dis à bientôt monsieur Asselineau. Merci Mounji, au revoir et au revoir à tous vos auditeurs. Avec grand plaisir. Alors n'oubliez pas, le jeudi prochain à 18h, je serai présent avec un nouvel invité, tout aussi intéressant, je l'espère. Et donc voilà, le défi est lancé. Et quant à nous, bah écoutez, continuez à écouter, à rester avec nous. Hein. Quand je dis nous, c'est parce que il y a Saliha qui est là, et puis il y a d'autres personnes. Je sais que juste après, il y a Mohamed Rissani qui va venir présenter une belle émission. Donc voilà, restez pour lui, et puis à bientôt. Merci, au revoir.